Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise. Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Business Challenge que j'ai le plaisir de vous présenter. Démarrons cette émission comme d'habitude avec la chronique de Seydou Souleymane Ahmadou. Aujourd'hui, notre chroniqueur nous parle de la bonté comme clé du succès dans les affaires. Suivons-le. Chers téléspectateurs, notre chronique d'aujourd'hui touche une thématique très familière pour nous tous, consommateurs, acheteurs, vendeurs, mais une thématique aussi qui n'est pas assez souvent traitée au Niger ou bien qui passe sous silence. C'est comment est-ce que la bonté impacte les affaires? Comment est-ce que le comportement et le caractère d'un commerçant, d'un vendeur, d'un dirigeant d'entreprise impacte la réussite de son business? Il y a un lien étroit entre être bon de caractère, être courtois, être chaleureux et mieux vendre. Souvent, beaucoup de commerçants se plaignent que les ventes ne marchent pas comme cela se doit, que les clients ne viennent pas comme cela se doit, et souvent on pense que c'est le prix qui fait, la cherté des matériels qui fait cela, le manque d'argent ou bien le mauvais emplacement. Tout ça peut justifier le fait qu'à un moment ou à un autre, les affaires ne marchent pas. Mais figurez-vous, la qualité du comportement d'un vendeur, sa bonté humaine appliquée aux affaires est aussi une arme importante pour mieux vendre. Pour ceux qui voient souvent, observez dans beaucoup de pays quand vous partez et que vous voulez acheter, que ce soit dans une boutique, que ce soit dans un supermarché, que ce soit auprès d'une entreprise qui propose des services, vous allez voir que le comportement du vendeur est un comportement chaleureux, un comportement qui vous met à l'aise, un comportement qui vous incite à dépenser, à acheter, à consommer son service ou son produit. Ce qui n'est pas forcément le cas dans notre pays. La plupart des temps, nos commerçants, nos vendeurs, que ce soit en boutique, que ce soit pour un service, que ce soit pour vendre des produits, en tout cas, dans beaucoup de circonstances, nous retrouvons ce qui est paradoxal, des vendeurs qui ne démontrent pas beaucoup de qualité humaine qui poussent l'acheteur à acheter avec plaisir. Et c'est pour cela que je fais cette chronique, surtout pour faire profiter cette réflexion aux plus jeunes, aux jeunes entrepreneurs qui démarrent, aux dirigeants de PME, aux commerciaux, aux vendeurs dans des boutiques, aux auto-entrepreneurs ou bien aux travailleurs, qu'ils soient des travailleurs manuels ou toute autre activité que l'on fait pour pouvoir gagner sa vie. Il est important de prendre conscience qu'au-delà de la qualité technique que le client attend aussi une qualité de comportement vis-à-vis de la personne chez qui il achète un produit ou un service. Tenez un exemple. Lorsque vous êtes un boutiquier et que vous savez très bien accueillir vos clients, vous savez sourire, vous savez leur dire merci lorsqu'ils achètent, vous savez être sympathique, vous pouvez être assuré que face à un autre boutiquier qui a les mêmes produits, qui a les mêmes types de prix, vous allez peut-être être celui que les clients vont préférer. C'est une loi quasi naturelle. Les êtres humains achètent plus facilement là où ils pensent qu'ils sont mieux considérés. Donc, chers vendeurs, chers travailleurs, chers dirigeants de PME, chers commerciaux, au-delà de la qualité de votre travail, de la qualité de votre produit et de votre service, ajoutez une qualité humaine. Ajoutez de la bonté dans votre démarche et vous allez voir, très certainement, les affaires vont marcher de plus en plus. Et je l'ai dit aussi parce que, au-delà d'une simple question de sagesse, c'est aussi quelque chose qui est aujourd'hui scientifique. Le marketing enseigne la satisfaction du client. Or, satisfaire un client, ce n'est pas seulement lui offrir des biens et des services avec des caractéristiques techniques favorables,
c'est aussi lui offrir une qualité de relation. C'est aussi lui offrir une satisfaction dans l'empathie, dans la sympathie qu'on développe. Et c'est aussi créer des liens positifs avec le client et avec tous ceux qui consomment vos produits et vos services. Au-delà de la sagesse, je dis, c'est aussi une preuve scientifique qui est prouvée dans beaucoup d'approches marketing. Et je vous inviterai, pour ceux qui aimeraient découvrir davantage cette notion et l'appliquer, à chercher sur Internet. Aujourd'hui, il existe. Il y a un livre célèbre que tous les marketiciens lisent qui s'appelle « Dans la tête du client ». Je pense que c'est un livre aujourd'hui libre de droit que vous pouvez acquérir et lire le contenu. Vous allez voir à quel point faire du plaisir à son client génère du business. J'espère que cette chronique vous a plu. Nous pouvons continuer à interagir sur les réseaux sociaux sur toutes les questions qui vous intéressent par rapport à l'entrepreneuriat, par rapport aux questions de leadership, par rapport à la vie des PME au Niger. Et puis, je vous invite à rester pour la suite de cette émission. À tout de suite. Faisons à présent un focus sur l'Ordre national des experts comptables et des comptables agréés du Niger. Les membres de cet ordre au Niger se sont réunis pour des échanges sur les dispositions fiscales de la loi de finances 2025. Un rendez-vous stratégique qui vise à éclairer les professionnels du chiffre sur les nouvelles mesures fiscales et leur implication pour les entreprises et les citoyens. Je vous propose de suivre les points saillants de cette session et les recommandations qui en sont ressorties. L'Ordre national des experts comptables et comptables agréés du Niger, ONECA Niger, a convié ses membres à une rencontre d'échange avec la Direction générale des impôts sur les dispositions de la loi des finances 2025. Cet événement, initié afin de permettre aux membres de l'ONECA de mieux comprendre les mesures fiscales nouvelles et leurs implications, s'est tenu le 6 février 2025 à Niamey. L'objectif était de faciliter leur application au sein de l'organisation pour une meilleure conformité et efficacité. Nous sommes une institution qui accompagne les contribuables. Et l'autre chose aussi, nous sommes également une institution qui audite les contribuables. Et nous sommes également une institution qui garantit la fiabilité de l'information financière. Et je pense que c'est ça également qui garantit la fiabilité des déclarations que les contribuables vont transmettre au niveau de la Direction générale des impôts. Le deuxième aspect également, c'est que l'ordre en tant que tel, nos membres sont également des contribuables. Il faut également qu'on comprenne une bonne lecture des textes, une bonne application de ces textes pour que nous déclarions nous-mêmes très bien nos impôts et taxes. La troisième raison, c'est que l'ordre est un partenaire, je pense, privilégié de la Direction générale des impôts. C'est pourquoi on est associé à toutes les réformes initiées par la Direction générale des impôts. À ce titre également, il est bon pour nous d'initier un dialogue permanent avec cette institution afin que nous ayons une même compréhension des textes, parce que dans tous les cas, les textes, c'est dans l'intérêt de nous tous. Le but qui est recherché à travers ces échanges, c'est d'avoir une vision unique, de regarder dans le même sens, vous et nous, pour que le recouvrement des impôts soit fait de manière diligente, sans problème. Donc nous espérons qu'à l'issue des échanges, nous puissions apporter tout ce qui est information nécessaire dans l'application des mesures qui sont contenues dans la loi de finances 2025. Après rappel des objectifs et de l'importance de cette activité par le président de l'ONECA Niger, M. Yaji Salaw Abdou, chef du service législation à la Direction générale des impôts, a présenté les dispositions fiscales en vigueur. Son exposé a mis en lumière les anciennes et nouvelles mesures en détaillant leurs implications et modalités d'application. Et la première mesure en impôt sur les bénéfices, c'est l'exonération de l'impôt sur les bénéfices des entreprises, de certaines entités, des WAC. Avant, jusqu'au 31 décembre 2024, il y avait 4 exonérations en matière d'impôt sur les bénéfices. On a rajouté 4 autres. On a rajouté WAC, qui sont reconnus d'utilité publique, et c'est là déjà dans le Code général des impôts depuis 2024. Seulement la mesure a été modifiée pour introduire reconnu d'utilité publique et inscrit dans le registre de la haute autorité du WAF.
Le deuxième point, et c'est celui qui vous concerne en matière d'impôt sur les bénéfices, c'est l'institution du visa des états financiers. La DGI a institué le visa des états financiers dans la loi. Et c'était dit depuis 2021 à travers les deux arrêtés. Bon, nous avons pensé qu'il fallait mettre ça dans la loi pour que ça ait force de loi, pour que ceux qui ne se conforment pas, on puisse les sanctionner. Pour le moment, nous pensons que l'arrêté 466 et 467 peuvent suffire avec la norme que vous voulez bien, donc, les modalités donc, de paiement des prestations. Il y a d'autres préoccupations qui doivent être prises en compte pour que ça puisse entrer en vigueur. Vraiment, nous sommes preneurs sur ça. Et nous voudrons profiter de ces échanges pour qu'on puisse prendre toutes les dispositions nécessaires pour que ça soit dès le 30 avril 2025. Donc les contribuables ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions sont tenus de se conformer à ces dispositions. La présentation des dispositions de la loi de finances 2025 a suscité de vives réactions parmi les membres de l'ONECA. L'animateur a passé au peigne fin les nouvelles mesures fiscales, apportant des éclaircissements sur les différents points abordés. Concernant l'impôt sur les bénéfices et plus précisément l'institution du visa des états financiers, une mesure spécifiquement destinée aux membres de l'ONECA, ces derniers ont soulevé de nombreuses interrogations. Ma préoccupation en ce qui concerne justement ce point sur le visa des états financiers, il est bien précisé qu'il s'agit ici d'une première application pour les entreprises ayant un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions. Et parfois, le chiffre d'affaires n'est pas le seul critère. Ce n'est pas pourquoi on a uniquement visé le chiffre d'affaires, parce qu'on a des sociétés aujourd'hui qui sont dans l'exploitation minière, qui n'ont pas de chiffre d'affaires en phase d'exploration, tout comme en phase d'exploitation, puisqu'il n'y a pas encore de produit qui est vendu. Alors pour ces entités, si on s'en tient qu'au chiffre d'affaires, elles sont totalement exclues. Et pourtant, c'est des grosses sociétés qui sont là. Je pense que s'il n'est pas tard, il faudrait qu'on rattrape en ce qui les concerne particulièrement. Sur la question de la méconnaissance, surtout pour ceux qui sont à l'intérieur du pays. D'une part, on a des grosses structures, des commerçants qui ont vraiment des chiffres d'affaires assez élevés, mais aussi qui parfois ignorent la loi, comme on l'a dit. Maintenant, quelles sont les dispositions qui ont été prises au niveau de la DG, en tout cas pour sensibiliser, pour informer les contribuables qui sont à l'intérieur du pays? Moi, ma préoccupation, c'est par rapport aux explications qui ont été données par la DGI dans la circulaire par rapport à ce point sur les visas financiers, les visas des états financiers du mois. Il a été dit que le visa permettra d'attester la sincérité des états financiers. Or, vraiment, ce n'est pas ça l'objectif de cette mission de visa. Il ne s'agira pas d'attester la sincérité, mais plutôt la cohérence et la ressemblance des états. Il ne faut pas qu'il y ait une confusion, que les gens pensent qu'ils ont déjà eu un audit de leurs états financiers. Les participants se sont également intéressés à divers points de ces mesures fiscales nouvelles, notamment l'impôt sur les traitements et salaires. À ce niveau également, des éclaircissements ont été apportés par les membres de l'ONECA. Ce sont des modalités de paiement. Maintenant, on peut décider que c'est chaque mois, chaque session ou 2 fois par an. Ce sont des modalités qui sont propres à chaque société. Ça peut être en début d'année, en une seule fois. Ça peut être en 2 fois. Tout comme ça peut être au cours de chaque session. Les 12 millions, normalement, ils sont votés comme indemnité de fonction, qui sont passibles de l'IRDM. Mais dans ces 12 millions aussi, il y a le PCA qui a une rémunération mensuelle. Je ne sais pas comment on va traiter ces cas. Parce que déjà, il faut que ça soit voté annuellement comme indemnité. Puis maintenant, dans ça, dans le cas de la répartition, on peut donner un paiement mensuel au PCA. À l'issue des échanges, plusieurs recommandations ont été adressées à la Direction générale des impôts. Ces discussions ont permis d'éclairer les membres de l'ONECA qui en sont ressortis mieux informés. C'est la première fois que l'ONECA Niger a initié ce type d'activité et nous remercions la DGI pour la promptitude et la mise à notre disposition de M. Yazi pour nous entretenir sur les mesures fiscales introduites par la loi des finances 2025. Le présentateur a édifié les confrères sur les différentes dispositions. Donc, ça nous a permis de mieux comprendre et ça va nous permettre de mieux accompagner aujourd'hui nos clients dans l'application de ces nouvelles mesures. Il s'agit essentiellement des recommandations qu'on compte donc
proposer à la DGI sur certains points, donc qu'on estime que peut-être que l'application va être difficile. Cette rencontre d'information a également été une occasion pour la Direction générale des impôts de faire le point sur les modifications ou révisions apportées à certains textes. Ces mesures concernent notamment l'élargissement de l'assiette, la modernisation des procédures par l'introduction des possibilités de faire des déclarations en ligne, de faire des paiements en ligne, d'obtenir des attestations en ligne et de faire des déclarations d'existence en ligne. Et l'élargissement de l'assiette consiste donc à réorganiser le dispositif d'imposition de certaines taxes. Comment fonctionnaient certaines taxes? On a apporté des modifications dans la structuration de la base. C'est notamment le cas de la taxe professionnelle et de la taxe d'apprentissage. Et on a également modifié les modalités de recouvrement de certains impôts, dont notamment la taxe professionnelle, pour laquelle donc on a rabaissé le taux d'imposition de certains secteurs tels que l'éducation pour soutenir ce secteur. Et on a réorganisé les délais de paiement en faisant 2 tranches au lieu d'une seule tranche de paiement. Donc les contribuables qui sont à la taxe professionnelle ont désormais la possibilité de payer cette taxe en 2 paiements. Donc les modernisations prévues dans le cadre de la réforme qu'on est en train de faire et de la modernisation de l'administration fiscale ont été intégrées dans le dispositif fiscal 2025. Donc les contribuables ont la possibilité d'avoir des ARF, de faire des déclarations en ligne, faire des exonérations en ligne, faire des paiements en ligne. La profession et l'expertise comptable exigent une formation continue pour être à niveau. Des dispositions sont envisageables pour une meilleure application de ces nouvelles mesures fiscales au sein de l'ONECA. Cette année, donc, nous avons une grande responsabilité de satisfaire, d'accompagner nos clients dans le cadre de la mise en place de ce visa. Et nous allons former nos confrères, nous allons nous former nous tous pour être capables de satisfaire cette exigence de la loi des finances de 2025, donc d'accompagner les contribuables à se conformer au visa des états financiers. Donc la meilleure manière pour nous, c'est d'être mieux formés par rapport aux dispositions fiscales et de les éclairer afin d'une meilleure application. Nous sommes également, nous aussi, des contribuables, nous les experts comptables ou professionnels comptables tout court. Donc il serait bon également pour nous de bien comprendre les dispositions fiscales en général et les mesures nouvelles en particulier, pour que nous déclarions et nous payions mieux également nos impôts afin de contribuer au développement de notre pays. Nous vous proposons de suivre comme second volet de ce numéro un focus sur le lancement officiel d'une plateforme mobile dénommée Sanin Hakuma. Une application conçue pour démocratiser l'accès aux documents officiels de l'État porté par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, l'Agence nationale pour la société de l'information et soutenue par le ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. Je vous propose donc de suivre ce reportage. Le lancement officiel de la plateforme Sanin Hakuma s'est déroulé le mercredi 5 février 2025 à Niamey en présence d'un parterre d'invités. Développé par le Haut Commissariat à la modernisation de l'État, HCME, en collaboration avec l'Agence nationale pour la société de l'information, ANSI, et avec le soutien du ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique, cette application vise à rendre accessibles à tous les informations issues des productions documentaires de l'administration publique nigérienne. Le gouvernement salue et accueille favorablement cette importante initiative du Haut Commissariat à la modernisation de l'État, qui, de par l'approche retenue, constitue à livrer l'information publique aux citoyens nigériens plutôt que de lui laisser la lourde tâche de la rechercher et de rassembler lui-même. Depuis sa création, le HCME a produit un volume considérable de documents stratégiques, ces ressources essentielles pour la transformation de notre administration méritait une plateforme à la hauteur de leur importance. Sanin Hakuma révolutionne cet accès de plusieurs manières. Une bibliothèque numérique complète, accessible depuis n'importe quel smartphone. Un moteur de recherche avancé permettant une recherche instantanée par thème, date ou mots-clés. Des fonctionnalités de partage via les réseaux sociaux et par mail.
la possibilité de consultation hors ligne, particulièrement utile dans nos zones à connectivité limitée. La phase pilote menée a révélé des résultats particulièrement très encourageants, avec un important taux de satisfaction des utilisateurs, confirmant ainsi la pertinence de notre approche. Cette application s'inscrit dans un écosystème plus large de transformation numérique de notre administration. L'Agence nationale pour la société de l'information, ANSSI, entretient une relation étroite avec le Haut Commissariat à la modernisation de l'État. Grâce à leur collaboration, les deux entités travaillent ensemble sur des documents numériques de services publics de grande valeur avec le soutien du ministère de la Communication, des Postes et de l'économie numérique. En tant que structure étatique, le Haut Commissariat à la modernisation de l'État a élaboré des documents stratégiques relevant de l'administration publique. Cette initiative est l'aboutissement de plusieurs années de travail rigoureux sur les contenus et l'officialisation de cette application. Aujourd'hui, on sait que le citoyen a droit au service public, mais il a beaucoup plus droit à un service public moderne et modernisé, donc accessible, transparent et moins coûteux et proche de lui. Voilà la philosophie essentielle de cet outil moderne de partage d'informations à tous les citoyens et quel que soit leur lieu de vie sur l'ensemble du territoire national. Et pour qui connaît le Niger, territoire assez grand, c'est un des moyens les plus adéquats aujourd'hui pour que les citoyens puissent être informés de ce qu'ils veulent, de ce à quoi ils voudraient accéder, de ce qui lui est utile et de ce dont il a envie de savoir. À ce jour, 69 documents officiels ont été élaborés et diffusés via cet outil électronique. Téléchargeable via la plateforme mobile de téléchargement Play Store, cette application est accessible à tout le monde et facile d'utilisation. Sa vulgarisation permettra à l'État du Niger de relever les défis de la digitalisation tout en améliorant la qualité et la fiabilité des informations. La dernière partie de cette émission sera consacrée au Fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage, FOFPA, Fonds d'État, qui participe grandement à la mise en œuvre d'un certain nombre de programmes de formation professionnelle et d'apprentissage, dont le projet de renforcement de l'entrepreneuriat en élevage Réel Mahita. Mise en œuvre dans les régions de Dosso, Tawa et dans la commune de Baleyara, région de Tillabéri, ce projet intervient dans les chaînes de valeur d'élevage. Au total, 1260 jeunes de 18 à 35 ans, dont 50% de femmes, sont concernés par le projet. Je vous propose de suivre ce reportage que nous avons consacré aux réalisations du FOFPA à travers le projet Réel Mahita. Le FOFPA a pour mission générale de contribuer à la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière de l'enseignement et de la formation technique et professionnelle, notamment dans le domaine de la formation professionnelle continue, diplômante, qualifiante et apprentissage d'orientation de l'accompagnement et de l'insertion professionnelle. Il est placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales, et sous la tutelle financière du ministère des Finances. Dans un contexte où la jeunesse fait face à de nombreux défis d'accès à l'emploi, les régions de Tawa et Dosso bénéficient d'un projet innovant qui renforce l'entrepreneuriat dans un secteur clé, l'élevage. Ce projet, dénommé Réel Mahita, est le fruit du partenariat entre le FOFPA et Enabel. Le FOFPA avait signé en 2023 une convention avec Enabel dans le cadre des subsides pour la mise en œuvre des projets de renforcement et de l'entrepreneuriat en élevage qu'on appelle Réel Mahita. Donc cette convention a pour objet général de contribuer à l'amélioration de l'employabilité des jeunes dans les métiers de l'élevage dans les zones d'intervention des projets Réel Mahita. Il s'agit de façon spécifique de faciliter l'accès à des formations de qualité en intégrant une alternance avec les expériences en situation professionnelle d'une durée de 3 mois et 2 mois au centre et 1 mois au stage. Cette convention concerne 1310 bénéficiaires au sein des filières des chaînes de valeur d'élevage, dont 52 communes de la région de Dosso, de Tawa et la commune de Baleyara qui est au niveau de la région de Tillabéri.
Le secteur de l'élevage, un des piliers de l'économie rurale, a un potentiel immense, mais nécessite des compétences techniques et managériales pour réussir. Grâce à ce programme, les jeunes âgés de 18 à 35 ans bénéficient d'une formation pratique qui les prépare à maîtriser toutes les facettes de l'élevage moderne, la transformation du lait et de la viande. Les formations ont été conçues pour répondre aux besoins spécifiques des régions de Tawa et d'Osso avec des modules axés sur les pratiques locales. lokacin kike feji hayo yo di banka hayo isi iyo mantuwa kunni kanga hagu idun fanori kuma lokacin da man bahala isi wari dambira yo wayna rade ni yo gagsi amma so kan foro zaka barmayante ini shi misadan wani da an koya mana yanda ake sarrafa madara a maida ta caku an koya mana yanda ake sarrafa madara a yi yawur da ita cikin formation ana koya mana harkar tsaftace muhalli hygiene sannan an koya mana yadda za mu harhaɗa abincin kaji a koya mana yadda za mu kiyaye lahiyarsu an ka sanar da mu kuma cututtuka na kaji da santan insu yadda za su in sun kamu da ciwo kaza ga irin yadda yake. Les formations ont été proposées dans des centres spécialisés ou directement au sein des communautés. Un accent particulier est mis sur les jeunes femmes pour les encourager à s'impliquer davantage dans le secteur de l'élevage traditionnellement dominé par les hommes. Cela a été bénéfique pour tous. Na farko ma sai in ce ya raba ni da zaman banza. Da kullun zaune ne nake gida daga kwana sai cin abinci, amma yanzu kullun masha Allah da safiya Allah ta waye. Ina da tunanin cewa akwai aikin da zan yi. Wannan shi ma akwai na samu sauyi sosai. In ba da nan wanga foro da papa ya bani ba, ban san cewa kaji suna da kala-kala daban ba. Akwai kaji na nama, akwai kaji na kwai, akwai kaji kuma na gida da waɗanda ba na gida ba. Au-delà des compétences techniques, la formation du FAFPA vise à cultiver l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes. Après la formation, les jeunes sont accompagnés dans la création et le développement de leurs propres entreprises d'élevage. L'objectif est qu'ils deviennent des acteurs économiques autonomes, capables de contribuer à la transformation du secteur et de créer de l'emploi. Abin da ya danganci ɗalibai waɗanda muka horaswa, alhamdulillahi kullum suna zakuwa kan lokaci kuma suna mai da himma. Wannan furuji mai tarin albarka in za ta tashi muna bukata kuma a ƙara mu waɗanda ba su samu ba wanga horo mai tarin albarka. On a reçu des dotations de kits de moutons. Chaque MA a reçu un mouton qu'il va encore nourrir et encore montrer ça à ses apprenants. Oui. Vraiment, on remercie FAFPA et Inabel qui nous ont financé et ils nous ont appuyés. Vraiment, on les remercie. Saboda yara suna zaune sun yi dan karatun su ba san aikin da suke yi ba. Me yanzu da wanga fusaha da aka kawo musu na aikin hannu. Duk wanda yayi kokari zai samu na kanshi, zai rage zaman kashe wando. An ba mu tallahi na raguna. Wanga provisoire na sawa abinci. Su suka ba mu. An ba mu wanga magani gashi na kumburi ne. Inabal da papa kuma sun ba mu bisashe kuma ga namu wanda muka kiyo shi mu ce alhamdulillah. Kenan wannan aiki da muke yi muna son bancin mu a sami wasu masu zaman banza wanda ba su wannan aiki na projet a sami wanda za a ba horo can kuma su ma a ba horo shi su don su wani wanga projet. En formant les jeunes à devenir des entrepreneurs responsables et innovants dans l'élevage, le projet Réel Mahita contribue à la croissance durable des régions de Tawa et d'Osso. Les jeunes formés deviennent des relais de développement, créant des emplois et apportant des solutions concrètes aux défis agricoles et économiques. Ces jeunes-là ont été formés et ce sont aujourd'hui, quand on prend en tout cas la formation, la pré-incubation, en tout cas on est autour de 1000 jeunes qui ont été, et 1000 jeunes c'est beaucoup. Merci d'avoir le FAFA et Inavel à travers les multiples formations qu'ils sont en train de donner à nos jeunes de la commune de Doumega. Au lieu que les gens partent en exode, ou bien ça c'est sur des bancs en train de passer tout le temps en train de faire du thé. Maintenant, voilà les préoccupations grâce à ces institutions-là. Ça permet à nos jeunes d'être vrais et ça permet aussi à ces gens-là
d'éviter d'être en chômage. La formation du fonds d'appui à la formation professionnelle et à l'apprentissage à travers ce projet de renforcement de l'entrepreneuriat en élevage est une initiative qui mérite d'être soutenue pour son potentiel à transformer les vies des jeunes de Tawa et d'Osso. Investir dans la formation, c'est miser sur l'avenir d'une nouvelle génération d'entrepreneurs capables d'innover, de prospérer et de redynamiser le secteur de l'élevage. Chers téléspectateurs, j'espère que vous avez suivi avec intérêt ce numéro de votre émission Business Challenge. Nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines, même heure, même chaîne de télévision. Au revoir. Business Challenge, le magazine de l'économie et de l'entreprise.